Merci. Et maintenant? Oui, voilà, merci. Donc, bonjour pour cette nouvelle formation d'Attaque Bruxelles 2. Donc, comme vous savez, normalement, la série de formations qui est donnée tous les deuxièmes mardis du mois, cette année-ci, était centrée sur les différentes alternatives et le type d'alternatives à la société actuelle, qui est donc une société essentiellement capitaliste. Donc nous avons déjà présenté toute une série plutôt de théories alternatives, de modèles alternatifs plutôt théoriques. Et donc il nous a semblé important depuis, la fois précédente, puisqu'on avait déjà commencé la fois précédente à avoir quelque chose d'un peu plus concret, un peu plus pratique. Ici, donc, de voir quelles étaient les perspectives en Amérique latine, puisque, effectivement, en Amérique latine, il y a des changements importants qui se sont déroulés surtout ces 10 dernières années. Évidemment, il y avait déjà une tradition historique en Amérique latine de contestation que, par exemple, l'île de Cuba portait. Mais pendant des années, ils étaient un petit peu isolés face à des régimes qui étaient en général... franchement, on peut dire très dictatoriaux, souvent. Mais donc, cette perspective-là a changé. Et depuis une décennie, il y a effectivement des nouveaux régimes, des nouveaux personnages, ou je sais pas, de nouveaux mouvements qui ont émergé, qui font de l'Amérique latine sans doute une des régions les plus ouvertes aux alternatives. Et propose vraiment des choses que je vais dire nouvelles. Je ne vais pas rentrer dans le débat, je vais laisser ça à mon voisin. Et donc on va organiser cette interrogation en deux parties. Donc la première partie aujourd'hui sera l'ensemble un petit peu des pays latino-américains dans leur diversité et dans leur apport nouveau. Et en juin, donc le deuxième mardi de juin, je ne sais pas ce que ça fait exactement en termes de date, mais il suffit de... Il faut les compter. Pardon ? Il faut les compter. C'est le deuxième mardi. Mais c'est le deuxième mardi. Je pense que ça va être quelque chose du côté du 11 juin. Eh bien, ce sera centré essentiellement sur Cuba. Donc là, on va faire une présentation essentiellement sur le régime cubain et qu'est-ce qu'il apporte et quels sont les problèmes, etc. Donc pour cette fois-ci, nous avons invité Carlos Mendoza, qui est donc sociologue et qui travaille comme chercheur au CETRI. Donc le CETRI, c'est le Centre Tricontinental, qui est une ONG qui est basée à Louvain-la-Neuve, qui a été, on peut dire, fondée d'ailleurs par François Houtard. Ah, je ne dis pas de bêtises. Jusque-là, ça va. Pardon ? Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Non, c'était mon impression, mais je n'étais pas sûr à 100%. Et donc, moi, je vais servir essentiellement d'intermédiaire, parce que d'habitude, on me critique parce que je parle de trop, et donc je vais me limiter cette fois-ci à céder la parole à mon voisin qui va faire une présentation d'environ 1 heure sur les différentes situations latino-américaines, comment elles sont parues, voir un petit peu leur historique, etc. Merci de votre invitation et de l'opportunité que vous me donnez pour parler de l'expérience latino-américaine sur les 10 dernières années, comme vous avez bien dit. Et bien, voyez-vous, j'ai ici une présentation, mais il ne faut pas trop... je ne vais pas m'attarder, il faut pas regarder elles sont à titre illustratif. Je ne vais pas m'attarder à lire tout ce qu'il y a dedans. C'est plutôt pour suivre mon exposé. Je commence par cette carte du 19e siècle pour montrer que l'ensemble des pays latino-américains a connu son indépendance le premier quart du 19e siècle. Donc, grosso modo, l'ensemble des pays latino-américains est un peu plus vieux que la Belgique. Mais voilà, et pourquoi je vous montre ça, c'est parce que ça nous permet de voir la caractéristique de la société latino-américaine, une caractéristique qui est celle qui a lutté pour le processus d'indépendance, c'est l'oligarchie,
ce sont les Espagnols nés en Amérique, les criollos. Et c'est ça c'est un élément fondamental pour comprendre la société latino-américaine aujourd'hui. Les criollos, ce sont les descendants des Espagnols, ou les Espagnols eux-mêmes qui étaient nés en Amérique. Donc le clivage ethnique va rester tout entier. Et en quelque sorte, l'héritage colonial va continuer. On parle d'une situation de néocolonialisme. Alors, si on veut expliquer vraiment par gros traits qu'est-ce qui s'est passé, grosso modo, la société latino-américaine, ça c'est le début. Ensuite, vers la fin du 19e siècle, cette oligarchie, les premiers groupes qui vont contester le pouvoir oligarchique vont apparaître. Et ça c'est la fin, et vont essayer de pénétrer les sphères du pouvoir. La première grande révolution qui va remettre en question ces gouvernements oligarchiques, c'est la révolution mexicaine en 1910. Et tous les pays de l'Amérique latine, à partir de là, vont commencer un processus très lent, et au cas par cas, d'ouverture de cette oligarchie. La Colombie, par exemple, est un cas très particulier où l'oligarchie colombienne s'est avérée étanche à toute tentative de la remettre en question, et c'est en quelque sorte ce qui explique la violence, le processus de violence colombien, où si on ne donne pas la parole, on la prend. Donc le XXe siècle commence avec cette remise en question du pouvoir oligarchique, et comme je fais de gros traits parce que nous devons commencer par le XXIe siècle. Mais voilà. Et l'autre élément, c'est que justement, vous allez parler de Cuba en juin. Cuba est un moment très important dans l'histoire latino-américaine, car ce virement à gauche va rester toujours vraiment très problématique pour les États-Unis. Les États-Unis ont considéré l'Amérique comme leur espace privilégié de pouvoir. Donc c'est eux qui vont après vont fomenter les gouvernements militaires, dictatoriaux, pour éviter justement le danger de la gauche. L'objectif premier des gouvernements militaires, c'est éloigner la gauche comme danger potentiel. C'est le but essentiel. Et donc le militarisme latino-américain, à des années 60, 70, 80, ça dépend des pays. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin du XXe siècle? C'est un processus de démocratisation et en même temps la mise en place d'une politique néolibérale. Une politique néolibérale qui va être... qu'est-ce que ça veut dire une politique néolibérale? Ça veut dire fondamentalement rétrécir la taille de l'État, ça veut dire encourager les investissements privés, ça veut dire privatiser les entreprises publiques et tout un ensemble de mesures qui vont être très dures pour les populations latino-américaines. Là, on montre les flux d'investissement, comment elles vont augmenter dans les années 90 dans tous les pays, au début des années 90, fin des années 90, peu importe, il ne faut pas s'attarder, c'est pas important. Non, c'est pas important, alors je règle. C'est pas important, c'est le fait seulement, il faut pas, comme je vous ai dit, c'est plus à titre illustratif, on ne va pas rester... Et les privatisations des entreprises, les montants sont importants. Donc, toute une série de mesures qui sont connues comme sous le nom du consensus de Washington.
le consensus de Washington, discipline fiscale, réorientation des dépenses publiques, réforme tributaire, libéralisation financière, voilà. Donc tout un ensemble de mesures qui sont propres au néolibéralisme et qui vont avoir un effet très dur pour les populations. Et qui vont arriver quand? Faut dire un peu. Les années 90. Les années 90, justement, les années préalables au début, ce qu'on appelle le socialisme du XXIe siècle. C'est-à-dire, c'est le ras-le-bol qui va pousser. Et là, quelques présidents emblématiques justement de cette époque, Carlos Menem, Fernando Collor de Mello, Alberto Fujimori au Pérou et Carlos Salinas de Gortari, des présidents et d'autres qui vont mener ces mesures et tout l'impact, ici on parle de l'impact social et économique des démocraties néolibérales en Amérique latine. Donc, oui, Brésil, Collor de Mello, Brésil compris. Les politiques néolibérales ont causé une augmentation de la pauvreté, et dans certains pays qui a atteint au-delà des 50% de la population. Donc ces mesures sont très dures, sont vécues de façon très dure, et ça va provoquer une résistance sociale. L'histoire des mouvements sociaux et de la résistance sociale latino-américaine est longue. Elle est de tout temps. Elle existe de tout temps. Les Indiens, par exemple, dès le début du processus colonial, ont toujours espéré revenir sur le devant de la scène. 500 ans d'attente. Ils se sont toujours dit, eh ben, un jour, nous reviendrons, un jour, nous reprendrons le pouvoir. Et l'ensemble des mouvements sociaux seront toujours là, présents. Donc, bon, voilà, ça c'est un graffiti. Dieu a dit que la lumière se fasse et les députés l'ont privatisée. Ça montre. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement en 98 le premier gouvernement de gauche avec Chavez, Hugo Chavez, est annonciateur de ce revirement latino-américain vers la gauche. Là, on voit Mujica, on voit Cristina Fernandez, l'épouse. Kirchner, c'était son mari avant. C'est une photo assez récente. 3 présidents de la gauche dite radicale, Evo Morales, Correa, Rafael, et Hugo Chavez. Voilà, donc ça c'est les gouvernements de gauche actuellement. On a le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, Argentine, Uruguay. Le Pérou et le Brésil se disent de gauche aussi. Et le reste des pays. Pour comprendre ce que c'est que cette nouvelle gauche à faire en Amérique latine, on va voir 2 exemples. Argentine et Brésil. On pourrait prendre d'autres, il y a le Venezuela, pour voir ce que cette gauche apporte en termes de mesures. L'Argentine, ce sont quelques exemples. L'Argentine, par exemple, paye sa dette. Elle va au FMI et paye sa dette. Voilà. 9 milliards de dollars. Elle va assigner une allocation universelle pour les enfants des écoles. 3 700 000 enfants vont être bénéficiaires de cette allocation. Construction de 1000 écoles. Diminution du chômage du 25 au 7%. L'Argentine va proposer une loi des médias très controversée, le contrôle des médias. Vous savez, c'est toujours très délicat, les médias. Une fois que la gauche s'installe, ça signifie qu'elle bouscule le système politique. Et le système politique bousculé répond.
et répond surtout par la voie des médias. Donc il y a tout un travail médiatique d'attaque contre ces gouvernements. Ces gouvernements sont dictatoriaux, ces gouvernements s'attaquent à la liberté de presse, ces gouvernements vont suivre l'exemple cubain, ces gouvernements vont mener ces pays vers la perte. Donc tout ce qui est, toute critique, tout est bon. Même mensonges, colporter des mensonges, des demi-vérités, tout est bon pour attaquer. Il y a une espèce de guerre médiatique, ça il ne faut pas perdre de vue. Une guerre médiatique où justement le problème c'est que par exemple je vais vous donner le cas de la Bolivie ou du Venezuela. Le clivage est tel qu'on a peu d'informations objectives. Étant donné qu'il y a les médias qui s'attaquent, les médias privés qui s'attaquent très, très fort, qui disent tout le mal qu'ils pensent de ces gouvernements, et alors ces gouvernements se sentent obligés de s'auto-encenser, de dire tout ce que nous faisons, c'est parfait, c'est très bien. Donc on n'a pas beaucoup d'informations objective. Donc, mais c'est comme ça, c'est-à-dire et le clivage se ressent dans toute la société civile. Je suis bolivien et chaque fois que je parle au téléphone chez moi ou quand j'irai en Bolivie en juillet, c'est déjà, je pressens déjà ce clivage à table, on parle et tout de suite on est pro-gouvernement ou on est anti. Et on voit bien que les esprits s'échauffent très, très rapidement. Ça montre bien l'état d'esprit, la situation dans laquelle nous sommes. L'Amérique latine est. Le Brésil a donné accès à la banque à la population pauvre, 45 millions de nouveaux comptes actifs. 25 millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté. Le Brésil a une allocation universelle, une Bolsa Familia pour les populations les plus pauvres. Donc ça a permis de sortir de l'extrême pauvreté un nombre important de personnes. Il y a 13 000 travailleurs en état d'esclavage qui sont sortis de cette situation dégradante. Il y a un combat contre la faim, des restaurants populaires, donc toutes sortes d'initiatives, agriculture familiale, programmes pour le lait, pour les mamans, etc., etc. Donc toutes sortes d'initiatives. La Bolivie aussi a connu des petites allocations en termes, mais des allocations universelles, des choses qu'on ne connaissait pas. Et comment tout ça est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout cela a été possible? Eh bien, voyez-vous, il a fallu prendre des mesures assez importantes en termes de redistribution. Redistribution de l'économie, ça veut dire plusieurs choses. Le contraire. Nationalisation des entreprises privées. Ça veut dire nationalisation des matières premières. Donc on donne un prix. Ça veut dire demander plus aux entreprises extractivistes, soit pétrolières, soit des mines, demander plus. Ça veut toute une série de mesures qui vont permettre une redistribution. Le Venezuela de Chavez a aussi des résultats très spectaculaires en ce sens. C'est un texte en espagnol, je vais un peu donner quelques chiffres tout simplement comme exemple. L'investissement cumulé est situé entre 1999 et 2010 à 330
milliards de dollars, 20% de PIB, alors que dans la décennie 88-98, elle atteignait 8% du PIB. La pauvreté a reculé de 70% entre 96 en 96 et de 23% en 2009. L'extrême pauvreté s'est réduite de 40% à 5,9%, etc. On pourrait continuer comme ça. Donc ce sont des résultats assez spectaculaires. Alors, qu'est-ce qui s'est... Alors, il faut reconnaître une chose. Il est vrai qu'il y a une redistribution plus importante, mais il est vrai aussi que l'Amérique latine, pour entrer dans cette phase, a dû prendre des décisions. C'est-à-dire, il y avait le spectre cubain. Et il y a eu un consensus, il ne fallait pas le suivre, il aurait été suicidaire de le suivre en termes d'isolement et en termes économiques. Donc, cette gauche latino-américaine du XXIe siècle a préféré rester, n'a pas remis en question les fondements, de façon fondamentale, le fonctionnement de l'économie. Et c'est ça qu'il faut tenir en compte. Donc le Venezuela, le Brésil, on a vu tous ces résultats assez spectaculaires, mais ils n'ont pas remis en question le fonctionnement de l'économie. Le Venezuela continue à dépendre du pétrole. Ça reste une économie en grande mesure rentière. Le Brésil, qui a fait tout ce que... et d'autres, certaines des choses que nous avons vues, et d'autres, est une économie qui est en train de se reprimariser, c'est-à-dire le Brésil, qui est un pays très fort dans un élan industriel au début des années 70, maintenant dépend de plus en plus de l'exportation de matières premières. La Bolivie de Evo Morales, ou les Indiens, et ça c'est une histoire, on peut en parler un petit peu, l'histoire de la Bolivie est assez particulière, où les Indiens ont pris le pouvoir et ont remis en question l'économie telle qu'elle est menée jusqu'à présent et proposent leur propre vision du développement. Même dans ce pays qu'est la Bolivie, l'économie continue à dépendre de l'exportation du gaz et des matières premières. Donc il y a un défi de ce point de vue-là, des gauches latino-américaines, pour proposer une économie alternative, un programme économique alternatif. Le chemin est à faire. Voilà, donc la gauche latino-américaine, on voit les présidents Chavez élus 98, 2000, 2006, 2013, Ricardo Lagos au Chili entre 2006 2000, et Bachelet 2002, 2006. En 2010, c'est Piñera. On voit un peu l'historique des gouvernements de gauche en Amérique latine, et quelles grilles de lecture on utilise le plus souvent pour expliquer ce virement à gauche. Il y en a trois. Une première qui parle de l'unicité de la tendance, une même lame de fond. L'Amérique latine, c'est une façon de lire. Vous aurez, c'est-à-dire si vous risquez d'aller dans une autre conférence, et on peut utiliser des grilles de lecture, on vous dira l'Amérique latine est virée grosso modo à gauche. On parle de toute l'Amérique latine. Une deuxième lecture parle d'une dualité. Il y a deux gauches distinctes, une plus radicale, une moins. Et une troisième qui parle d'une multiplicité. Les différents cas sont irréductibles. Il faut les étudier au cas par cas. La première lecture, comme vous voyez, s'appuie sur trois constats. Le contexte favorable à la montée d'un ras-le-bol social et politique. Ras-le-bol social et politique, on peut l'exemplifier.
En Équateur, on a fait démissionner Lucio Gutiérrez et d'autres présidents avant. En Bolivie, la population a obligé à la démission du président Sánchez de Lozada en 93, 97, 2003. Et en Argentine, il y a eu le cas de la Rúa 2001. Donc ça montre le ras-le-bol. Et c'est important cette situation si on veut le voir dans le contexte. Si on veut le voir ici, on veut prendre des lections, des clés de lecture pour l'Europe, pour ce qui se passe ici. Donc, ce qu'on a dit, les généralisations des politiques néolibérales, démocratiques, qui poussent à la population à chercher une démocratisation politique, au multipartisme, militaire aux casernes, etc. Donc, toute l'Amérique latine, nous sommes dans la lecture, une même lame de fond. Bilan désastreux de ce double processus de libéralisation économique et politique. Ce qu'on a dit sur les mouvements sociaux, ouverture des espaces politiques, et la triple originalité de ces mouvements sociaux, articulation d'aspects novateurs à d'autres plus classiques, il y a une volonté d'affirmer les identités et la démocratie, une façon d'affirmation, c'est-à-dire la gauche latino-américaine, c'est vraiment ce revirement à gauche est perçu comme une volonté d'affirmation, de changement. Et voilà, donc il y a les politiques sociales dont nous avons parlé, la réappropriation des politiques des ressources naturelles. Et ça, c'est un élément intéressant, c'est l'intégration latino-américaine alternative. L'ALCA, qui est une initiative du Venezuela, mais alternative à l'hégémonie américaine, UNASUR et autres. Donc, il y a une volonté de créer, de tisser des liens à la marge à côté des États-Unis, pour créer un espace de discussion entre les pays latino-américains. Voilà, quand on parle de deux gauches distinctes, il y a l'autre grille de lecture qui parle de deux gauches distinctes, il y aurait deux pôles. Une plus radicale, une gauche plus radicale, le pôle Chavez, où est Chavez, Correa et Evo Morales, perçu comme populiste dans la critique dure, dangereuse, et qui se perçoit elle-même comme véritable, radical, etc. Et le pôle Lula, où sont les autres pays qui sont plus fréquentables, entre guillemets, raisonnables ou modérés, et qui dans la critique est plus molle, et plus démissionnaire, néolibérale, rose. Voilà, donc il y a d'un côté il y a une rhétorique anti-impérialiste, c'est connu, Chavez, Evo Morales, Correa aussi. Réforme constitutionnelle, refondation de l'État. Il y a dans ces pays, il y a une refondation de l'État. Ça, c'est très important de le dire. Notamment, je peux vous parler du cas bolivien, où les mouvements sociaux, notamment le mouvement indien,
décident de refonder l'État. C'est-à-dire l'État bolivien, ils vont dire cet État, nous n'y avons pas participé à la création de cet État et nous voulons le refonder. Nous voulons une assemblée fondatrice, une assemblée constitutionnelle fondatrice et ils ont décidé de faire de la Bolivie un État plurinational. Puisque l'État-nation a échoué, la volonté de faire un État-nation où tout le monde serait contribue à cet État a échoué. Le racisme est resté présent. Alors les Indiens ont dit on veut exercer notre libre arbitre, l'autodétermination dans un État plurinational, dans un État où l'autonomie indigène soit reconnue. Donc, dans cette gauche radicale, il y a une refondation des États, du cadre institutionnel de ces pays. Et ça, c'est à souligner. Alors que dans les autres, comme le cas du Brésil, où ils ont dû gouverner le PT de Lula et maintenant de Rousseff, Dilma Rousseff doit gouverner dans un parlement où ils ne sont pas majoritaires, ils doivent faire des accords, passer des accords, etc. C'est plus difficile. Donc, leur discours est plutôt antiprotectionniste, ils sont plus dans une logique d'alternance, plus classique, pas de réforme constitutionnelle de fond, partenariat public-privé. Eux, ils sont plutôt pour Mercosur, UNASUR, Bancosur, ALBA, qui est l'initiative du Venezuela, économique du Venezuela, le Petrocaribe ou Telesur, un système médiatique qui fait contrepoids au système médiatique traditionnel. Tu nous expliques Mercosur, UNASUR, Bancosur? Non, mais seulement, c'est-à-dire, on va dire tout simplement, l'initiative ALBA, par exemple, qui est plus, c'est une initiative vénézuélienne, et dans une volonté vraiment d'indépendance et dans une volonté par rapport au système financier traditionnel, FMI, Banque mondiale. Mercosur est plutôt dans le sens une union économique comme l'Union européenne. Dans l'exemple de l'Union européenne, une union économique commerciale. Et donc ce sont des initiatives dans lesquelles cette gauche moins radicale adhère sans trop de problèmes. Quand il s'agit d'aller au-delà, ils adhèrent moins. Donc pour l'ALBA, ce sont les pays vraiment liés à l'axe du Venezuela. Il y a la troisième lecture qui parle d'une diversité de situations. On parle des singularités nationales. Il faut voir au cas par cas. Chaque pays. Donc cette troisième grille de lecture n'accepte pas, préfère parler des différentes gauches. Chaque pays est un cas particulier. Mais si quand on parle du lien, qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Qu'est-ce que pouvons-nous en tirer ici de cette vision de la gauche latino-américaine? C'est la chose suivante. Il se trouve que pour que cette nouvelle gauche puisse émerger, il a fallu bousculer le système politique traditionnel. C'est-à-dire des mouvements sociaux externes au système politique traditionnel, les Indiens, les paysans, des partis politiques hors système, ou des factions des politiques du système, des factions radicales des partis qui étaient dans le système, comme en Argentine. C'est pour ça que, il y a quelque temps, quand Dilma Rousseff vient en Europe, elle vient dire aux Européens quoi? Elle vient dire aux Européens, mais cette crise de la dette, nous y avons passé. Et ce n'est pas avec des politiques de restrictions budgétaires, de
d'austérité que vous allez vous en sortir. Et qu'est-ce que cette réflexion sous-tend? Que tout ce changement n'est pas possible si le système politique n'est pas bousculé. Ce ne sont pas les partis qui ont gouverné traditionnellement les pays latino-américains eux-mêmes qui un jour se sont dit on va même les partis de gauche de ces systèmes politiques qui un jour se sont dit on va bousculer, on va prendre des mesures de redistribution. Non, il a fallu bousculer, il a fallu chasser des présidents, il a fallu un processus dur de changement, une guerre médiatique, bousculer le système politique pour faire en sorte, pour permettre que cette gauche qui a fait des mesures très importantes, incomplètes, parce qu'il faut déjà dépasser, il faut, c'est vrai, passer maintenant à des politiques propres, ne plus dépendre des matières premières. Il reste du chemin à faire, mais même pour faire ce qu'il a déjà fait, il a fallu secouer le système politique. Et je ne vous dis pas qu'est-ce que vous devez faire en Belgique, mais dans le système politique, dans le pouvoir qui est assez cadenassé, ce n'est pas, il me semble, et c'est aux Belges de le voir, si ce système politique tel qu'il fonctionne aujourd'hui, lui-même va prendre des mesures qui permettent de sortir de cette crise. En ce qui concerne l'Amérique latine, il a fallu bousculer ce système. Et ça a été possible. Donc, voilà. Donc, voilà ce que, grosso modo, ce que je voulais vous raconter sur l'Amérique latine. Je vais me faire, comme président, une faveur, je vais quand même commencer. Après, je vous cède volontiers la parole, mais je vais quand même poser deux questions parce que dans l'exposé, il y a quelque chose qui me chiffonne. La première, c'est que tu n'as pas véritablement abordé la question du rapport entre les États-Unis et le reste de l'Amérique latine. Moi, je pense que personnellement, en termes de disposition globale au niveau mondial, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a changé parce que je suis quand même suffisamment vieux pour avoir vécu malheureusement des choses assez terribles en Amérique latine, hein, puisque en 73, et on va d'ailleurs les 40 ans, les 40 ans bientôt, Allende s'est fait véritablement éjecter, assassiner. Oui, en autre 11 septembre. C'est véritablement fait éjecter, assassiner par des gens qui étaient manifestement à la solde des Américains. Au moment où le Nicaragua a essayé de sortir et de vouloir faire une démarche indépendante dans les années 80, ils ont reçu pratiquement sur leur tête une opposition manifestement financés par les Américains et les Contras, qui ont fini par, ébranler et faire capoter ce qui était la révolution sandiniste. Au Salvador, c'était pareil, donc c'est-à-dire que les mouvements de résistance ont été vraiment cassés par les gouvernements qui étaient vraiment financés par les États-Unis. En Colombie, c'est encore, je pense, en partie le cas, où effectivement le soutien au gouvernement contre les rebelles, etc., est toujours actif. Et puis, manifestement, ils ont quand même laissé échapper, d'une certaine manière, un contrôle sur, en premier lieu, d'ailleurs, je pense au Venezuela, où ils ont essayé effectivement de renverser Chavez, mais ils n'ont pas réussi véritablement leur tentative. Et moi, je pense que ça a à voir, et en plus, c'est avec un gouvernement fortement à droite, hein, donc c'était à l'époque de Bush Junior.
Oui, donc ça veut dire qu'il y avait d'ailleurs, je pense, un anticommuniste féroce qui était à la tête du département d'État américain pour l'Amérique latine, qui était vraiment prêt effectivement à mener des opérations militaires. Et je pense qu'il y avait dans l'analyse globale des États-Unis un changement de priorité. Ils ont mis le paquet sur à la fois le Moyen-Orient en termes d'action militaire, et donc ils ont mis le paquet pour effectivement intervenir là-bas. Donc s'ils mettent le paquet au Moyen-Orient, ils peuvent beaucoup moins évidemment intervenir en Amérique latine, ce qui n'était pas le cas par exemple du gouvernement Reagan. Reagan n'était pas intervenu militairement au Moyen-Orient, donc il disposait encore de toute sa force armée, etc. Et deuxièmement, il y a le fait que les États-Unis analysent que le concurrent potentiel au niveau mondial, c'est de plus en plus la Chine. Et évidemment, dans ce cadre-là, l'Amérique latine est n'est pas l'axe principal sur lequel ils peuvent évidemment compter pour éventuellement empêcher la Chine, à un moment donné, de devenir la première puissance mondiale à la place des États-Unis. Donc je pense qu'il y a cet élément-là qui doit intervenir dans l'analyse pour expliquer qu'à un moment donné, les choses qui ont été impossibles pratiquement pendant des années deviennent subitement quelque chose qui est quand même relativement... qui s'est passé. Donc, et donc plus ça se passe, évidemment, il y a des liens qui se font entre les différents pays. Donc c'est plus difficile, évidemment. Et deuxième chose que je voulais m'interroger, c'est tu as présenté là 3 perspectives, une qui montrait un point de vue assez unitaire sur le continent. Évidemment, moi je l'ai présenté comme ça parce que je dois faire du ramasser dans mon introduction. Donc, mais c'est clair qu'il y a, à mon avis, il n'y a personne qui non, de côté. Il y a des lectures comme ça. Il y a des lectures, mais bon, ce ne sont pas des lectures très sophistiquées. Donc, on reste... Oui, c'est quand même un peu trop rapide. Donc, effectivement, on est effectivement dans une analyse où bien il y a effectivement 2, moi je dirais même peut-être 3 forces, parce qu'on ne peut pas comparer déjà Chavez avec par exemple Cuba. Cuba, c'est encore autre chose. Puis effectivement Chavez. Puis il y a d'autres régimes. Et je pense donc, que ça, c'est pas une analyse totalement fausse, ou bien c'est l'analyse au cas par cas. Mais tu n'as pas précisé toi-même ta position par rapport à ça. Et moi, personnellement, je pense qu'effectivement, il y a... Quoi? Je pense... Ben, il n'y a pas de discutant, alors faire un peu de discutant par intérim, quoi. Je pense qu'effectivement, il y a des différences dans les gauches. On voit très bien entre Lula ou d'autres pays, et par exemple Chavez, Correa et Morales, je pense qu'il y a quand même des différences qui ne sont pas négligeables. Donc Chavez se dit officiellement, ce qui à mon avis est exagéré, mais il dit je veux construire le socialisme dans mon pays. Donc je pense qu'effectivement c'est un peu exagéré, mais il y a cette perspective-là. Lula n'a pas cette perspective-là du tout. Je peux faire un petit commentaire. C'est fini après, hein. Pour Myriam, comme ça. C'était pas les questions que tu avais en fait. C'était ma question, c'est qu'avoir quelle est son analyse. Moi, je viens simplement de donner. Moi, je pense qu'effectivement, il y a que la deuxième interprétation, bon, elle n'est pas complète, mais je ne suis pas spécialiste non plus de l'Amérique latine, mais donne déjà plus de perspectives, certainement que la première, mais je suis assez sceptique aussi sur l'analyse cas par cas, parce que ça, c'est effectivement... Ça ne me permet pas assez de tirer ce qui se passe dans les différents pays, de voir qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent, etc. Et le troisième point, c'est que moi j'étais dans un seul pays en Amérique latine, c'est au Brésil, mais donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont été, et en plus j'y retourne prochainement, pour d'autres raisons, mais ce que j'ai remarqué qui était extraordinaire, donc j'étais invité à un moment donné là pour faire des présentations. Je ne connais pas un mot de portugais, donc ça veut dire que je faisais une présentation en français et il y avait quelqu'un à côté de moi qui devait traduire en portugais pour les gens. Mais d'habitude ici, voilà, c'est à peu près ce genre cette composition-ci de public que j'ai ici quand je fais une intervention en Belgique. Mais là, c'était carrément à peu près la même salle, mais c'était rempli à rapport.
il n'y avait plus moyen de remettre pratiquement quelqu'un. Les gens s'asseyaient éventuellement sur les côtés à terre, etc. Je pouvais parler 1 heure, les gens ne bougeaient pas d'un millimètre. Oui, donc je suis un parfait inconnu en plus. Hein, donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux... Il y a une mobilisation en Amérique latine qui est extraordinaire, que tu ne peux pas imaginer ici. Et que donc, effectivement, tu pouvais évidemment s'attendre qu'avec en plus, c'était les jeunes. Donc, par exemple, si vous alliez à Porto Alegre, ce que j'ai fait une fois, c'était 100 000 personnes. Et donc, Porto Alegre, c'est pas la plus grande ville du Brésil. Et c'est 80 000 jeunes Brésiliens qui sont là pour venir écouter des discours politiques. Donc, il y a une avidité, un besoin dans ce continent-là d'avoir ce savoir et que tu ne rencontres pas ici en Europe. Très bien. Pour ce qui est, il est indéniable que les États-Unis ont détourné leur attention, mais ce serait enlever le mérite quand même. C'est une conjonction, on peut parler d'une conjonction d'une série de situations. Donc il y a la montée des mouvements sociaux historiques, qui sont là en Amérique latine depuis toujours, depuis que ces pays sont indépendants, notamment les mouvements indiens et paysans qui sont très très importants, mais tous les autres mouvements ouvriers aussi. Donc il ne faut pas perdre de vue l'importance des mouvements sociaux. Et aussi, dans une certaine mesure, le recul de cette droite, ou l'incapacité de cette vieille droite héritière de l'oligarchie latino-américaine de proposer une situation, une politique économique meilleure. C'est-à-dire, avec les politiques néolibérales, ils n'ont ce qui a été... c'est-à-dire la situation à laquelle ces politiques ont mené, c'est une situation très difficilement tenable. Donc il y a effectivement conjonction entre la montée des mouvements sociaux, l'affaiblissement de cette droite, et aussi, pourquoi pas ne pas le dire, des États-Unis qui à ce moment-là, et non seulement de tourner leur attention, mais les États-Unis qui sont en processus d'affaiblissement aussi global, c'est-à-dire en tant que puissance. Il y a aussi cet élément à ne pas tenir en compte. En ce qui concerne, vous avez la deuxième, c'était sur. Tu as fait 3 présentations, ah oui. Oui, mais les différentes lectures sont utiles selon des différents contextes. C'est-à-dire, si on reste avec si on dit que effectivement la lecture qui parle d'une seule gauche est un peu trop simpliste, on la met de côté et on parle de la lecture qui voudrait une gauche radicale et une gauche moins radicale, elle est utile pour voir l'ensemble des pays latino-américains. Mais si on veut s'approcher, par exemple, du cas bolivien où le mouvement indien est important, alors le cas par cas est utile. Pour voir le cas du Venezuela, qu'est-ce qui se passe, quel est le rôle de Chavez, qu'est-ce qu'il a fait Chavez, qu'est-ce que représente Chavez au Venezuela. Il ne faut pas oublier que le Venezuela est un pays qui dépend largement de l'économie du pétrole. Et avant Chavez, il y avait 2 partis qui étaient en alternance et vraiment les gens ne voyaient rien. C'est-à-dire tous ces pétrodollars, le Venezuela a reçu quand même d'énormes quantités d'argent pour son pétrole, et ça restait un pays du tiers-monde. Donc le ras-le-bol de cette situation est exprimé par Chavez. Chavez va dire, mais non, l'argent du pétrole doit être redistribué. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, il est vrai, il n'a pas fait l'autre pas, qui est celui de proposer, mais voilà, de proposer. L'Amérique latine, en ce moment, a besoin d'un projet économique à moyen terme propre.
qui lui permettent de sortir de cette dépendance. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un problème universel en même temps. C'est-à-dire cette tendance à l'extractivisme, c'est-à-dire cette quête de matières premières, la hausse des prix des matières premières. Tout le monde en est victime. L'Afrique, même l'Europe, on parle du gaz de schiste. Les États-Unis misent leur développement sur le gaz de schiste, entre autres. Donc eux aussi, qu'est-ce que les États-Unis discutent avec l'Europe quand ils parlent de libre commerce? La viande, les Américains lavent leur viande à l'acide lactique. L'Europe vient d'accepter, on peut laver la viande à l'acide lactique pour permettre les échanges. Donc, voilà. Toute cette situation, donc qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce que l'Amérique latine attend? C'est cette phase d'économie économique où elle va développer un projet à moyen terme propre. Je voudrais répondre par justement une situation du cas par cas. La Bolivie a une loi, vient de 2010, elle n'est pas si récente que ça, de 2010, a déclaré une loi, et justement les Indiens qui prennent le pouvoir, qui prennent le pouvoir avec leurs valeurs. Et leurs valeurs ne sont pas les valeurs d'Occident, de l'humanisme occidental. La gauche est une valeur occidentale, une certaine logique de gauche. Et qu'est-ce que disent ces Indiens? Ces Indiens disent quelque chose qui n'entre pas dans les valeurs occidentales. Ils disent la nature est une personne juridique qui a des droits. Dans les valeurs occidentales, aussi bienveillant qu'on soit avec la nature n'est jamais une personne. Donc, cette gauche est porteuse d'une autre vision du monde. Cette gauche est porteuse d'une autre vision du monde qui dit aussi, comme dans la Bolivie, en Équateur, mais nous ne voulons pas du développement tel qu'il est cherché ici. Nous voulons juste bien vivre. Nous ne voulons pas cette croissance à l'infini. Nous ne la voulons pas. Cette gauche est porteuse d'une autre vision du monde et d'autres valeurs qui entrent en discussion avec les valeurs et la vision du monde occidental. L'Occident a développé sa propre idée de gauche. Elle l'a essayé. Maintenant, cette gauche occidentale entrera forcément en dialogue avec l'Amérique latine qui a une autre vision du monde. Donc un dialogue s'ouvre. Alors, en quoi on parle de gauche latino-américaine? Cette gauche latino-américaine a bousculé le système politique traditionnel. C'est-à-dire mettre en place des mesures, même insuffisantes, mais très significatives, pour mettre en place tout cet ensemble de mesures dont je viens de parler, et qui vont de mesures redistributives ou mesures de redéfinition de l'État. Ce sont des mesures qui ont eu besoin de bousculer un système politique qui va se défendre, qui se défend médiatiquement. Si vous allez en Amérique latine, les médias privés, toute la journée, depuis le matin, ils ne font que dire « mais regardez ce qu'il fait, ce président, un président indien, mais il est ignorant, il ne sait pas, il ne suit pas le protocole, il est... » Tout le mal qu'on pense, on va essayer de le dénigrer. À la Fox News, genre Fox News. On sait que c'est une gauche. La gauche, c'est une gauche en construction, et ce n'est pas une gauche aboutie qui arrive au pouvoir. Une gauche qui, du premier coup, aurait toutes les mesures, prendrait toutes les mesures. Je crois que ça, ce n'est pas possible. En tout cas, les pas fondamentaux ont été donnés pour les cas des pays de gauche, de la gauche dite radicale, où le système institutionnel de ces pays a été remis en question.
la possibilité de continuer et d'approfondir les mesures sont là. Voilà. C'est très important ce que monsieur vient de remettre de mettre sur la table dans le débat. Cette gauche qui attire les investissements, cette gauche qui prône, qui pousse même à des méga projets de barrages et qui attire des investissements de l'agrobusiness. Où, en son sein, il y a les OGM, qui est une composante, on va dire. Il est vrai, dans cette construction de la gauche, il y a des contradictions, mais des contradictions qui sont liées à la réelle politique. Une fois qu'on est au gouvernement, on doit produire, le gouvernement d'Evo Morales, s'il n'attire pas, si aujourd'hui il ne continue pas avec ses politiques, il n'a pas des rentrées, on lui menace sans grève. Il a tout le temps sous menace des dizaines de grèves partout. Tout le temps. Il doit produire de l'argent. Maintenant, il a augmenté les retraites, le montant des retraites. Il faut produire de l'argent. Donc, ils sont entenaillés entre cette volonté du développement du bien vivre et cette volonté développementiste. Parce qu'il y a dans cette gauche des teneur de cette politique du développementisme, de la croissance. Donc il faut créer des rentrées. Et de ce point de vue-là, il y a une contradiction. Donc, effectivement, il faut attirer des investissements. Et cette contradiction, elle est inhérente au fonctionnement actuel de la gauche. Il faut la critiquer, il faut voir. C'est pour ça qu'il faut des politiques, c'est pour ça qu'il faut développer, il faut la critiquer, il faut la montrer du doigt. C'est comme ça. Voilà. Mais c'est un débat à continuer. Je ne suis pas expert de Brésil. Au CETRI, il y a Laurent Delcourt et François Pollet qui sont beaucoup mieux placés que moi pour parler du Brésil, mais je peux déjà dire la chose suivante. Lula, avec un parti extra-systémique, qui entre au pouvoir, c'est comme si ici le PTB ou un parti autre gagnait le pouvoir. Mais le Brésil, la marge de manœuvre de Lula est d'emblée petite parce qu'il doit co-gouverner, il n'est pas majoritaire. Ah, c'était ça. Il n'est pas majoritaire, il a une marge de manœuvre très petite, mais malgré ça, il a fait. C'est vrai qu'il n'a pas remis en question les éléments clés et fondamentaux de l'économie brésilienne. Notamment le système de la dette, parce que j'ai lu un bouquin, notamment, du Brésil, où il disait, et ça présentait le système de l'endettement bah oui, et les bons du trésor brésilien, c'était kiff l'Europe. Voilà. Donc il n'y a pas une remise en question profonde, mais il réussit à prendre des mesures assez spectaculaires au début, mais qui ont jusqu'à présent des résultats et qui permet à Rousseff d'avoir une grande popularité. Ce sont des mesures très importantes contre la discrimination, notamment les Noirs. La population afro-brésilienne ont un quota pour entrer à l'université, ce qui n'existait pas. C'était impossible. Ça dérange beaucoup de Brésiliens, de gens, mais c'est comme ça. Donc, il y a un ensemble de mesures qui vont être prises et qui vont être d'un grand impact, d'un impact très important, mais c'est vrai que la marge de manœuvre est limitée. Ce n'est pas comme les gouvernements, justement, de cette gauche radicale, qui a une marge de manœuvre tellement importante qu'ils ont pu modifier la Constitution. Et donc c'est une raison institutionnelle. Pardon ? C'est pas une raison économique, c'est une raison institutionnelle. Donc, on peut le dire. Je crois qu'on peut le dire. Mais aussi, il y a une série de pressions. Souvent, quand un gouvernement fait peur, soit il garde sa position, soit il rassure. Comme le cas du Pérou, il a opté pour rassurer le marché et pratiquement la gauche n'est que de nom.
si je peux ajouter un tout petit mot, mais vraiment un tout petit, c'est pour dire que je pense qu'il y a un problème politique, parce que normalement le PT, donc le Parti des travailleurs, qui est le parti de Lula, il est composé en fait de trois forces qui sont la social-démocratie, donc il y a quand même certains liens et certaines connivences avec ce qui existe ici en Europe. Il y avait une partie de formation trotskiste et ce qu'on appelle la gauche chrétienne. Et le PT, c'est en fait l'agglomération de ces trois forces, ce qui rend évidemment à la fois la situation du parti assez instable. Donc ça veut dire qu'il est l'émanation de quelque chose qui est assez peu qui est peu homogène. Et donc, par exemple, la partie trotskiste, d'ailleurs, au moment où Lula va arriver au pouvoir, elle va commencer à ne pas faire les réformes qu'ils attendaient. Bon, son parti sont sortis et donc vont commencer à critiquer très fortement le gouvernement Lula. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du PT, donc, il y a déjà des oppositions qui se font et qui se forment, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ce jeu, cette situation politique, et Lula n'est pas, que je sache, un énorme idéologue, et donc il n'est pas là, c'est plutôt un pragmatique. Donc il n'est pas là pour faire vraiment quelque chose de vraiment alternatif, comme par exemple Chavez peut le promouvoir, quoi. Du point de vue démographique, l'Amérique latine, ce n'est pas un continent propre, il y aura une surpopulation. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est un continent où la population urbaine devient de plus en plus importante. Ce sont des villes où les campagnes, il y a une forte migration vers la ville, vers l'ensemble des grandes villes. Et ça, c'est une vraie tendance. Et puis, il y a une mauvaise distribution, entre guillemets, de la population, puisque le Pérou, par exemple, a une seule grande ville. Le Chili aussi, l'Argentine aussi, la capitale. Et puis, pour chercher la deuxième ville, la différence est très importante. Donc, quelque part, il y a un déséquilibre démographique, un problème démographique de ce point de vue-là. Bon, elles sont là dans la mesure où ce processus continue, ou dans la mesure où la gauche est capable de proposer des valeurs propres, ce qui est très difficile dans un système, dans un milieu d'hyperconsommation, dans un milieu dans lequel nous sommes, de concurrence. C'est très difficile. Aujourd'hui, l'insécurité dans les grandes villes latino-américaines, elle est là. On risque sa vie pour peu de choses, pour un GSM, donc l'économie de marché, elle est fort présente. Il ne faut pas idéaliser de ce point de vue-là. Donc le travail est très grand, très important. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que la population jeune est en nombre important. Et la seule chose qu'on peut espérer, c'est que la gauche continue et qu'elle continue elle puisse asseoir son pouvoir de façon à présenter d'autres valeurs. Espérons que ça. Mais sinon, on est en plein dans des logiques d'économie de marché et tout ça. Hein. En Amérique latine, les classes moyennes, les classes urbaines sont éduquées dans le système de pensée occidentale, dans les catégories occidentales. Les catégories du principe de non-contradiction, le principe... quelles sont les catégories? Les non-contradictions, principe d'égalité, les principes de la philosophie occidentale. Mais dans ce même continent, nous côtoyons des peuples et des gens qui vivent d'autres catégories.
qui se situent dans le temps et dans l'espace d'une autre façon, et qui sont porteurs d'autres valeurs. Tout simplement ça. Lesquels? Mais je viens de donner un exemple, c'est-à-dire la nature est une personne. Est une personne. Et ce qui n'est pas le cas en Occident. Aussi bienveillant qu'on soit avec la nature est une chose. On est bienveillant avec la nature, mais la nature n'est pas une personne. Et puis, les valeurs, par exemple, quand les valeurs de Marx qui sont très, très, très intéressantes sont des valeurs issues de la tradition judéo-chrétienne. La justice, la paix, tout ça, ce sont des valeurs qui ont sans doute des équivalents semblables, plus ou moins semblables, mais qui, là, se posent d'une autre façon. Là, les valeurs de la communauté sont très importantes, par exemple. Il n'y a pas d'individu. Chez les Indiens, il y a la communauté, surtout. La communauté, en Bolivie, aujourd'hui, il y a un pluralisme juridique. L'État reconnaît aux Indiens le droit de faire justice. La justice indienne est la justice. Donc, il y a des rapports plus ou moins compliqués qui doivent s'établir entre la justice, il y a un pluralisme juridique, entre la justice des Indiens et la justice dite ordinaire, issue du droit romain, où il y a des règles très bien établies, alors que la justice indienne se base sur des principes, le principe de l'équilibre. Quelque chose a été fait, il faut rendre l'équilibre, il faut le pardon. Donc, d'autres valeurs sont... Donc, un dialogue, à un moment donné, sera... donc, il faudra écouter une autre façon de voir le monde, et un dialogue s'installera. Et les Indiens d'Amérique ne veulent pas de cette croissance, de cette économie qu'on leur propose. Donc, et en ce sens, c'est quelque chose à construire et à écouter. Et l'autre question, c'était les moyens d'action. C'est très, je crois que c'est très important de tenir en compte que, justement, moi, je prendrais l'exemple plus important, majeur que je dirais par rapport, en ce qui concerne la gauche latino-américaine, c'est que la gauche latino-américaine a fait ce qu'elle a fait peu ou beaucoup, on voudrait plus, mais ce qu'elle a fait est possible en bousculant le système politique dominant. Le système politique, c'est ce que l'Amérique latine a fait. Mais par quelle voie est-ce qu'elle a fait? Par les intellectuels, Mais non, mais c'est les mouvements, surtout, c'est ça qui est important, c'est la voie, c'est les mouvements sociaux. Pas seulement compris en termes organisés, dans le sens organisé, mouvements sociaux organisés, mais tout ce qui est... Mais c'était qui les mouvements sociaux? Mais les Indiens, les paysans, le peuple, qui ont ras-le-bol. Et même Chavez, c'est pas lui tout seul qui un jour s'est levé et a dit on va faire la révolution, j'ai ras-le-bol qui est trop le pétrole, l'argent du pétrole n'aille pas au peuple. Il a exprimé, il est l'expression d'un ras-le-bol populaire. Mais sans les personnalités fortes qu'ils étaient, c'est une conjonction, mais non, mais il faut pas. Là, je suis sans doute pour le cas du Venezuela, il a fallu la personnalité forte. Et sans doute, il faut des personnalités fortes, mais il ne faut pas négliger le mouvement social. Et le mouvement social indien en Bolivie espère reprendre le pouvoir, a tout le temps espéré de reprendre le pouvoir. Dans le cas bolivien, Evo Morales n'a été que le porteur de cette demande. Et vous aviez dit tout à l'heure, c'était essentiellement versatile. Pardon ? C'est essentiellement versatile, donc c'est pas une lame de fond si ancrée que ça. Elle va, elle vient. Non, pour le cas des mouvements, le mouvement indien bolivien, il est très ancré, il est très présent, il est présent pendant toute l'histoire coloniale et républicaine de la Bolivie. Les mouvements sociaux sont une réalité. Et quand on voit le Venezuela maintenant. Mais c'est pour ça que j'ai dit.
C'est pour ça que j'ai dit même le Venezuela. Parce que le Venezuela est un cas, c'est-à-dire, encore une fois, là nous poussons au cas par cas, nous sommes dans le troisième niveau. Le Venezuela, si nous parlons de mouvements sociaux organisés, mouvements sociaux dans le cas d'école, ce n'est pas vraiment le cas. Il a fallu quand même la personnalité de Chavez. Mais il est indéniable que même dans ce cas-là, le ras-le-bol populaire était là. Et Chavez exprime cela. Donc, dans nos lectures, il faut intégrer, on ne peut pas ne pas intégrer la force des mouvements sociaux. En ce qui concerne le Mexique, c'est vrai que le Mexique est depuis longtemps dans une... Le Mexique, mais c'est une histoire très longue, parce que c'est aussi l'histoire du PRI, du parti qui s'est institutionnalisé, qui s'est ancré dans la société mexicaine, dans tous les ressorts de cette société, partout, qui a tissé, donc le PRI... c'est l'histoire du parti révolutionnaire institutionnel. Oui, c'est l'histoire issue de la Révolution et c'est aussi le pays du PRI, c'est aussi le pays qui est en lien privilégié avec les États-Unis. Donc les dernières tentatives de gauche ont échoué. C'est vrai, c'est comme ça pour l'instant. Quant à la violence au Mexique, elle est très présente, elle est très spectaculaire aussi. Il y a les narcotrafiquants. Mais si on ne va, même sans aller dans les cas extrêmes du Mexique, l'insécurité elle est présente dans toute l'Amérique latine, avec des formes à chaque fois différentes, particulières à chaque pays. Mais il y a une constante qui est celui de les écarts. Les écarts entre les gens qui ont les moyens et qui vivent dans leur bulle, qui vivent dans leur... comme s'ils étaient à Miami, comme s'ils étaient à des milliers de kilomètres de pauvres, comme s'ils vivaient dans un pays où il n'y a pas de pauvres. Ils les ignorent complètement, ils vivent dans leur cocon. Souvent, c'est ce qui nous attend en Europe. D'accord. En premier lieu, en ce qui concerne les Indiens d'Amérique, à partir du moment où la conquête s'est établie à la fin début du XVIe siècle, début du XVIe siècle, les Indiens ont toujours espéré, à travers leur mythe, reprendre le pouvoir, se reprendre en main, et exercer leur libre détermination, exercer leur capacité d'autonomie et de vivre selon leurs valeurs. À un moment donné, on a essayé de les assimiler aux paysans. On a dit, vous êtes plutôt des paysans. Et ils ont dit, non, nous sommes des Indiens. Pour certains, ils ont accepté leurs conditions de paysans. Ils ont dit, mais être indien, c'est être porteur d'une autre culture. D'une culture qui veulent la vivre. Et voilà, donc c'est ce qui s'est passé en Bolivie. Ils ont réussi à modifier la constitution et dire la Bolivie est un pays plurinational, où les Indiens des terres hautes et des terres basses auront leurs espaces d'autonomie. Déjà l'irruption de la gauche, elle est hors système. Cette nouvelle gauche latino-américaine, elle n'est possible que de l'extérieur. Ce n'est pas le système lui-même qui s'est remis en question et qui a dit maintenant on va redistribuer. Donc il a fallu bousculer le système. Et c'est ça l'essentiel du message par rapport à la gauche latino-américaine du XXIe siècle. Et en ce qui concerne Humala, c'est vrai qu'il se positionnait plutôt dans une perspective nationaliste, plutôt à gauche,
mais grosso modo, il a voulu rassurer, trop peut-être, le système financier, les grands opérateurs économiques. Il a voulu rassurer la droite et son gouvernement est composé de ministres qui ont gouverné dans les gouvernements précédents. Et aujourd'hui, on peut dire que il est largement dans une logique. Il n'a pas suivi ce qu'il avait promis. Et en même temps, ça répond au mouvement. Il n'est pas porté non plus par les mouvements sociaux. Ce qui lui permet, ce qui lui fait plus vulnérable aux pressions de l'oligarchie péruvienne qui est puissante et de la droite péruvienne qui contrôle très bien le système politique et qui ne veut pas de donner espace justement à des partis hors système. Bon. En tout cas, merci. Oui.